puis Etone par exemple. Et les gens seront très surpris de savoir que parmi les Etones, il y a des clans Bamileke, avec des noms presque identiques. Il y a un clan par exemple dans la zone de Monatélé qu'on appelle les Mboura. Mboura, en réalité, c'est un hameau des Mbouda qui s'est détaché pour venir se domicilier, pour se sédentariser dans le département de la Léquié. On peut prendre des exemples comme cela dans ce qu'on appelle le Grand Sawa. Le Grand Sawa qui va... Allons-y, parce que ça paraît intéressant. Oui, le Grand Sawa qui s'étend pratiquement sur 5 régions. Le littoral, il est évident que dans le littoral, il n'y a que les Sawa. Dans le sud-ouest, vous avez Idabato, Mundemba, vous avez la zone de Manfé. Ça, c'est le sud-ouest. L'ouest, vous avez Sanchou, Kekem et surtout Banganté. Parce que l'ancêtre éponyme, l'ancêtre fondateur des Banganté s'appelle Kembedi. Kembedi est effectivement Sawa. Donc, les Banganté ont un sang de Sawa qui coule dans leurs veines. On part dans le sud, on prend les fonds de Zoétélé. Oui, vous verrez que leur ancêtre éponyme s'appelait Fongo. Lui-même qui a été l'un des qui a eu pour descendant Pongo Songo. Pongo Songo qui est l'ancêtre éponyme des Pongo qui sont dans la zone de Dibombari. Donc, vous voyez, on a déjà le sud, le centre, on a l'ouest. On peut prendre également des exemples dans la dynastie Tika. Lorsqu'on vous parle des Tika, par exemple, les Tika forment une diaspora, c'est-à-dire au sens de dispersion, qui s'étend pratiquement dans 4 régions. On a la Damawa, Bankim, on a l'ouest du Cameroun, pratiquement une bonne partie des chefferies des glaces de l'ouest. On a le nord-ouest et on a le centre. Illustration. La femme qui fonde le peuple Tika est Mboum. Elle s'appelle Wuten. Mboum, les Mboum de la Damawa. Il se détache donc de ce hameau pour venir se domicilier à Bankim. Et à Bankim, il y aura également un hameau qui va se détacher, qui sera conduit par Mbé. Mbé était l'aîné, il avait 2 frères, il avait un frère et une sœur. Le frère s'appelait Charéen et la sœur s'appelait Ngonso. Mbé viendra donc créer les chefferies Tinka de la région du centre, de l'actuelle région du centre. Charéen, lui, il va remonter pour créer la chefferie Tika de Fumban. Et Ngonso va remonter vers le nord-ouest pour créer la chefferie Tika du nord-ouest. Là, vous parlez bien du Cameroun et des Camerounais. Nous parlons du Cameroun et c'est des choses qui sont documentées, archivées, qui peuvent se vérifier. On peut prendre dans le septentrion, dans le prolongement de ce que Alawad disait tout à l'heure là, les peuples du septentrion viennent du Yémen. Mais ils n'ont pas voulu se soumettre à l'islamisation de Mahomet et ils sont partis de là en passant par la mer Rouge. Puis de la mer Rouge, ils sont venus au niveau de la vallée du Nil. Et de la vallée du Nil, ils sont venus se sédentariser autour du lac Tchad. Vous voyez que ça, c'est évidemment les points d'eau. Mer Rouge, vallée du Nil, lac Tchad. Et à partir du lac Tchad, ils ont donc essaimé le nord du Cameroun et le nord du Nigeria. Les Kanouris vont par exemple aller former l'état du Borno. Les Wandara vont former l'état du Mandara. Les Laka, les Mundang et les Tupuri vont s'installer sur les rives du Logon. Maintenant, les Mboum et les Vouté viendront plus au sud. Donc vous voyez que la filiation, elle est vraiment patente. Il y a des exemples qu'on pourrait évoquer. Mais à côté de cette filiation-là, à côté de cette consanguinité, il y a également une co-culturalité. Et pour en finir avec la consanguinité, ça c'est la consanguinité innée. C'est-à-dire nous partageons les mêmes sangs, mais à côté de cette forme de consanguinité, nous en avons 2 autres qui ne sont pas innées, c'est-à-dire les consanguinités acquises par des mariages interethniques, intertribaux, intertribaux. Et vous savez que chez nous au Cameroun, c'est pas l'individu qui se marie, mais c'est le groupe qui se marie. C'est-à-dire moi je suis un Etone par exemple, un Bournamni, mais si j'épouse un Bafang, c'est tout mon clan qui épouse les Bafang. Et là, nous établissons la consanguinité qui signifie l'exogamie. C'est-à-dire nous ne pouvons plus nous marier. Donc il y a donc cette consanguinité-là qui s'objective par les liens de mariage. Mais il y a également quelque chose qu'on oublie, ce qu'on appelle les pactes de sang. Les pactes de sang, les alliances de sang entre les groupes. Les Voutés en ont un avec les petits qu'on appelle Manjara, le pacte de Manjara. Ça s'explique comment? Ça se décline comment? Oui, c'est-à-dire à la suite d'une guerre, pour avoir la garantie que vous n'allez plus vous combattre les uns les autres, vous échangez d'abord de partenaires. C'est-à-dire vous envoyez vos filles en mariage chez vos adversaires et les adversaires en font autant. Et puis, il y a également le pacte réel, c'est-à-dire vous blessez. Enfin, les 2 leaders du groupe se blessent et puis ils
ils se lèchent ce sang-là et leur descendance est donc assujettie à cette alliance-là. Vous parlez de ce qui se passait au Cameroun? Ça se passe encore. Mais à des formes résiduelles maintenant, puisque ce pacte de sang-là, on l'observe généralement chez les gens qui, au niveau des relations amoureuses, mais ils peuvent être étendus au niveau des groupes. Si je ne me retenais, j'allais applaudir. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres panélistes. On peut applaudir. Merci pour ces éclairages. Docteur Paul Bouna, on va revenir sur... Mais au-delà des aspects alimentaires et de l'onomastique, il y a d'autres éléments. Et évidemment, je parlerai de l'onomastique et de l'aspect alimentaire. Je voudrais d'abord parler de l'interdépendance entre les cultures camerounaises. Oui. Bon nombre de cultures camerounaises dépendent les unes des autres, mais nous ne le savons pas. Vous verrez par exemple la plupart des chefferies de Grassfield, évidemment je ne voudrais pas dévoiler un secret de l'initiation des chefs, ont besoin d'une eau qu'on retrouve à Bankim, à 6 km de Bankim. Il y a un lac là-bas qu'on appelle le lac Semsem. S'il n'y a pas cette eau-là, aucun chef ne peut légitimer son pouvoir dans les Grassfield, en commençant par le chef Bamoun. On peut descendre dans la forêt. Hein. Vous verrez chez les Bassa, tous les rites les plus importants, tous les rites les plus importants ont besoin d'un ingrédient. Oui. Cet ingrédient-là, on l'appelle onbako. Je ne sais pas si je prononce très bien. C'est-à-dire la hache des pygmées. Vous confirmez onbako? Oui, onbako, la hache des pygmées. Vous voyez donc l'interdépendance. On pourrait également trouver d'autres illustrations. Je voudrais également aborder un autre aspect, la transculturalité des maladies. Vous verrez, il y a un certain nombre de maladies dans nos cultures qui sont transculturelles. Les Sawa-Douala parlent de mbaki. Les Bassa parlent de mbak. Et selon les zones, on parle de mbaka, de mfa dans l'ouest. Le mfa, chez nous, on parle du tcho ou bien du tchoro. C'est exactement la même maladie que nous retrouvons de part et d'autre. Évidemment, c'est une maladie qui est liée à la consanguinité. Je voudrais également aborder l'aspect des cosmogonies, c'est-à-dire l'origine de l'univers. Vous verrez les peuples du Septentrion. La plupart des œufs dérivent l'univers des œufs. L'œuf de cuivre, l'œuf du crapaud ou l'œuf de la tortue. Chez nous, en forêt, c'est l'œuf de cuivre. Vous voyez le même élément ovoïde qui revient. Maintenant, je voudrais aborder quelque chose également, avant de répondre aux questions que vous m'avez posées, la symbolique numérale. Vous verrez que le chiffre 3, 4, 7 et 9 sont présents dans tous les univers culturels camerounais. Oui. Dans les chefferies de Grasse, vous verrez le collège des 7, les Kamsambia, vous verrez le collège des 9, vous verrez les Atanto, chez les Bansor, les Atanto, les Choufai, c'est 7, 7, 7, 7, 7. Vous allez chez les Bamoun, vous verrez les 7 pierres d'Indjimom, vous allez à Bankim, vous verrez les Vengati, les 7 Vengati à Bankim, etc. Le chiffre 7 est présent dans toutes nos cultures. Que traduit le chiffre, évidemment, d'où vient-il ce chiffre 7? Il est anthropomorphe, c'est-à-dire il est fondé sur l'homme. Comptez un peu les orifices que vous avez, les orifices naturels que vous avez sur votre tête. Les yeux, le trou du nez, ça fait 4, la bouche, 5, ça fait 7. Vous voyez un peu. Et si vous allez plus bas, vous comprendrez pourquoi c'est 9. Vous voyez un peu. Donc, en principe, on doit applaudir. Voilà. Ça, c'est intéressant. Vous verrez également, au-delà de cet anthropomorphisme, nous avons également un autre. Vous verrez, généralement, le croix représente la masculinité. Pourquoi croix? Parce que ce qui fonde l'homme, du point de vue extérieur, c'est ses organes de reproduction externe, le muscle phallique et le muscle phallique et les 2 testicules, ça fait croix. C'est pour cette raison que quand ça ne fonctionne pas, on dit que vous n'êtes pas un homme, bien qu'ayant une tête, un corps et les membres. Donc, le croix fonde la masculinité et le 4 fonde la féminité. Évidemment, on le retrouve également dans le sexe de la femme. Les 2 lèvres, les 2 grandes et les deux petites lèvres de l'orifice vaginal. Cela fonde les rites mortuaires. Vous voyez, on parle chez nous de neuvaine. Oui, je vais à la neuvaine, une neuvaine, c'est tout cela. Et vous verrez, et je chute par là en ce qui concerne la symbolique numérale. L'ancien Cameroun, si on considère que l'ancien Cameroun était celui du président Ahidjo, il avait combien de régions? Il avait 7 régions, 3 régions septentrionales et 4 régions méridionales. J'imagine que cela n'était pas innocent. Et en ce moment-là, on pourrait penser que le septentrion, c'est le mâle puisque c'est 3 et la partie sud, c'est le féminin. Pour dire que vraiment, il y a vraiment cette récurrence-là que nous ne pouvons pas épuiser ici-là. Bon, maintenant, si on en vient à l'onomastique. Vous verrez déjà beaucoup de parenté linguistique au niveau des noms. Chez nous, il y a Koum.
chez les Bétis, quand je dis nous les Bétis, chez les anglophones, il y a Koum. Moi, j'ai un collègue qui s'appelle Koumawa. Chez les Douala, il y a Koum. Et la racine Koum signifie quelque chose, la richesse, et c'est transversal. Vous verrez par exemple chez les Bétis Essomba. Chez les Douala, Essombe. Bon, et Essombe, c'est quoi chez les Bétis? Essom, c'est l'enfant. Quand on dit Issomimunga, c'est-à-dire le petit enfant, Essom. Et Essomba, donc, c'est une version miniaturisée de Essomumba. Donc le petit tambour. Et je dois dire à ce sujet qu'il y a un livre en préparation au département d'anthropologie, moi-même, le professeur Mbondji et le docteur Koumawa, sur l'anthroponymie au Cameroun, c'est-à-dire on fait l'inventaire de tous les noms du Cameroun et leur signification. Vous verrez chez les Bassa, Sunjok. Chez nous, on a Asuzwa, sous la face, Njok, l'éléphant. Vous verrez chez les Bassa, Tonien, lui aussi, chez les Bétis, Toa, etc. Moi aussi, toi aussi, etc. Donc, et au-delà même de ces apparences-là, au niveau de l'écriture et de la phonie, on a une unité sur l'étiologie des noms. D'où viennent les noms? Les noms nous viennent des animaux. Tous les noms du Cameroun viennent des animaux. Les noms viennent des parties du corps. Nlo, Milo et Boro. Les noms viennent des ascres. Et on a Ngono, on a Yobo. On a Yobo, on a Eyono, les phénomènes atmosphériques. Les noms viennent de Zeyang, par exemple. Donc, ces noms viennent un peu, ont une étiologie qui est extérieure à l'homme. Pour dire que, et la philosophie qui est cachée derrière, c'est que les éléments de la nature sont doués d'une énergie. Et lorsqu'on vous donne un nom, vous portez donc cette énergie-là. Et je crois que c'est une philosophie qui est commune à tous les peuples du Cameroun. Ces exemples, et sur bien d'autres, parce que d'autres spécialistes, d'autres panélistes ont des exemples à faire partager tout à l'heure. Puisque j'ai annoncé le professeur Lumata Onguedesono, j'aimerais vous poser la question précise, professeur. Moi, je suis Etundi Lazare, un bon Nérondo dans le centre. Vous avez tendance à me dire que le Bamileke, ou celui qui parle les langues, Bamileke, parce qu'il y en a certainement plusieurs, ou celui qui parle les langues de l'Est, de l'Ouest, avons quelque part des liens au plan de la langue. Merci de me passer la parole. Tout cela pour confirmer ce que viennent de dire mes prédécesseurs et notamment ce que vient de dire le docteur Abouna. Les déplacements des peuples camerounais à travers leur territoire montrent également qu'au plan de la langue, je vais dire au plan des langues, il y a beaucoup de ressemblances en profondeur, parce qu'en réalité, on nous a toujours fait croire que le Cameroun dispose de plusieurs langues. Actuellement, on en parle de 289, mais si on regarde bien, il y a un socle commun. Il y a un socle commun qui unit la plupart de toutes ces langues. Comment ça? Cela signifie que, par exemple, sur le plan des substrats, le substrat, c'est ce qui est au fond d'une réalité quelconque. Alors, si vous regardez bien la plupart des langues, parce que les langues camerounaises viennent, je vais me permettre de le dire, d'une grande famille de langues. Vous avez dit de ne pas donner les termes très scientifiques, mais ça s'appelle un phylum. Le phylum est un ensemble, est une grande famille de langues, desquelles on peut, qui aboutissent à une diversité superficielle des langues. Et le Cameroun a 3 phylums sur les 4 qui existent en Afrique. Donc, la plupart des langues camerounaises entrent dans le 3e phylum que l'on appelle le phylum Niger-Kordofan. Il y a 180 langues sur les 300 qui existent. Alors, sur ces 180 langues-là, vous allez observer que, à les analyser très minutieusement, la plupart de ces langues qui appartiennent donc aux langues bantoues ont une même base. Cela signifie par exemple que si je prenais un tout petit exemple, voilà tous les mots qui commencent par M, par M, en fait en linguistique nous disons M, la consonne M. Si je dis mot au singulier, son pluriel va être bot. Donc le singulier commence par M, le pluriel va être B. Donc, vous prenez une langue de l'Est du Cameroun, du centre du Cameroun, du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest, vous allez observer ce phénomène-là. Alors, j'ai dit Mot, j'ai dit Minga, j'ai dit Mongo, tout cela, je vois un vrai bassin à mes côtés. Monsieur le professeur
comment vous dites l'enfant chez vous? Mangé, le pluriel c'est Bangé. Voilà. Donc, toutes les langues bantoues commencent par me. On dit Monga. Manga, le pluriel c'est Bonga. Bonga. Vous dites Minga, le pluriel c'est Bininga. Voilà. Mot. C'est pratiquement systématique. Pour toutes les langues bantoues, vous avez ce socle-là. De plus, nous allons observer que sur le plan morphosyntaxique, cela signifie sur le plan des rapports des unités linguistiques entre elles. Pour ceux qui parlent encore leur langue à la maison, les enfants disent « Papa, il n'est pas là ». Cela tient du fait que dans la structure des langues, le sujet est toujours vérifié au plan du genre, au plan du nombre, pour vérifier que le verbe qui suit est au singulier. Donc l'enfant va vous dire « Papa, il n'est pas là ». Monsieur Tunde, comment vous dites ça dans votre langue? Doucement, hein, pour que vos auditeurs comprennent. Papa, il n'est pas là. Non, votre langue. Anewondo. Ici, Wama. Tara, Asikvala. Voilà. Ça signifie Tara, A. Tara, A. Sekik. Donc le A que vous avez vérifie que vous avez respecté le singulier du sujet qui va donc s'accorder avec le pluriel. Vous pouvez le mettre au pluriel? Be, Tara, Be, Sigvala. Voilà. Vous voyez donc qu'il a commencé par Be. Le vérificateur que l'on appelle le principe d'accord va commencer lui aussi par Be et il va arriver au pluriel. Papa à Seki. Be, papa, Be, Seki. Maman à Seki. Be, maman, Be, Seki. Ça montre exactement. Vous aurez la même chose en Féfé, en Gomala, en Douala, en plus, je vais vous dire en Foufoulde aussi, parce que j'ai entendu parler du Foufoulde. Le Foufoulde entretient des relations très étroites avec les langues bantoues. On ne le classe pas parmi les langues tchadiques. Ceux qui le font peut-être par erreur, sauf si c'est moi qui me trompe. Mais le Foufoulde appartient bien à des langues qui sont des langues bantoues. Cela vous montre donc que la diversité linguistique dont on nous parle tant, elle est véritablement apparente puisque nous avons un socle, nous avons une base commune. Et tout à l'heure, si vous le permettez, je pourrais prendre des mots qui vont vous montrer que tel mot a la même racine dans telle langue, dans telle langue. Allons-y, c'est intéressant. Alors, est-ce que je peux prendre mon petit papier? Parce que je ne suis pas locuteur de toutes ces langues-là. Alors, au hasard, j'ai pris le mancon. Le mancon. Le mancon, une langue du nord-ouest. Oui, du nord-ouest. Et je vous donne le français c'est le cœur. En mancon, le cœur se dit tem. En ewondo, il se dit nem. En bassa, nyem. En douala, moulema. Vous voyez, vous avez exactement la même racine. La même racine. Je vais vous dire que j'ai trouvé les mêmes mots au Burundi, au Rwanda, en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud. Parce que nous avons ce que nous appelons des langues bantoues. Je prends un deuxième mot, si vous permettez, le ventre. Le ventre. Le ventre, vous savez qu'il faut nourrir le ventre. C'est ça. Bon. Alors, en manquant toujours, le ventre se dit boum. En ewondo, comment vous le dites? Ah, boum. Très bien. J'ai vu un bassa, comment se dit le ventre? Les boum. En douala, c'est dit boum. Vous voyez que vous avez encore là la même racine. Je prends un troisième mot, si vous permettez, la peau. La peau, nous savons maintenant notre peau. En manquant, il se dit gop. En ewondo, il se dit ekop. Chez les bassins, il se dit kop. En douala, c'est ekobo. Alors, vous voyez, vous avez là encore la preuve que... Si je ne me retenais, j'allais vraiment applaudir. C'est fantastique. Cette démonstration, toutes ces... Alors, cela montre parfois que nous, à l'université, nous discutons avec nos collègues qui sont à Douala, qui sont à Tchan, qui sont à Boya. Lorsque nous discutons de ce genre de termes, nous parlons pratiquement la même langue, puisque nous avons les mêmes démonstrations. Ce n'est pas la peine de dire que je vais prendre le Kenyan, qui est une langue du sud-ouest. Je vais prendre l'Eton ou l'Ewondo, une langue du centre. Je vais prendre le Gomala, et nous allons faire des démonstrations différentes. Non, nous faisons une seule démonstration qui tient de bout en bout. Merci pour toutes ces explications. Merci, madame. Je voulais m'arrêter sur quelques exemples. Nous avons comme invité M. Dieudonné Iodi, qui est traditionnaliste, entre autres, auteur d'un ouvrage intéressant
les gens de Bombolé, merci d'être au rendez-vous. Comment réagissez-vous face à toutes ces explications? Vous qui tenez à notre tradition, vous qui avez une certaine connaissance de notre histoire. Favorablement et heureusement. Je pourrais commencer par dire quelque chose que tous les Camerounais comprendront certainement, peut-être pas les autres, c'est que le Cameroun est une chance pour l'Afrique et le Cameroun est une chance pour le monde. C'est parce que tous les peuples du Cameroun sont restés traditionnellement et initiatiquement attachés au nombril du monde qu'est le Cameroun. Ce n'est pas une invention. Si ceux qui s'intéressent aux questions d'ordre tellurique savent que quand on regarde les cartes des courants telluriques sur la planète, le seul espace émergé, donc hors des eaux, où les trois principaux courants telluriques se croisent, c'est le plateau de l'Adamawa. Au Cameroun. Au Cameroun. Le plateau et je voudrais rappeler que l'Adamawa, comme par hasard, est le seul endroit au monde où on retrouve Adama et Awa. Voilà. C'est le commencement du monde. Au Cameroun. Il faut qu'on en soit conscient au Cameroun, il faut que les Camerounais le sachent. C'est un fait historique, scientifique, démontré, prouvé. Alors c'est pour cela que donc en fait, à la Fondation Bombolé que j'ai contribué à mettre en place, nous nous sommes intéressés à une question particulière. C'est la question de ce qui fonde la tradition, l'initiation. Quand on vérifie, je vais donner un exemple très simple. Lors de la fête de l'unité au mois de mai, le 20 mai, disons dans ce week-end-là, les adultes de la Fondation Bombolé ont accompagné une association de jeunes Camerounais de toutes les tribus qui est allée rendre visite aux rois de l'Ouest, les rois Bamileke et le sultan roi des Bamoun. Alors il y a deux choses, je vais aller en raccourci, deux choses importantes qui sont passées. La première, c'est que tous les rois Bamileke et le sultan Bamoun ont fait accéder cette vingtaine de jeunes gens, garçons et filles au cœur de leurs sanctuaires qui sont généralement secrets. Oui. Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer. Oui. La deuxième chose, c'est que dans nos échanges, les jeunes ont réalisé que ce qui fonde le cœur du processus initiatique de nos 280 tribus figure sur le pagne armorial des peuples Bamileke et Bamoun. Il y a un pagne qu'ils ont l'habitude de revêtir et de mettre dans tous les sanctuaires et les palais. Avec des symboles. Absolument. Tous ces symboles-là, tous, sans exception, font partie du substrat essentiel de l'initiation de tous nos peuples. Donc c'est pour cela qu'à la Fondation, nous avons pensé qu'il était sans doute grand temps que les peuples du Cameroun approfondissent ce qu'ils ont, qu'ils le restituent à la communauté camerounaise et qu'enfin le monde puisse écouter le Cameroun parce qu'il est grand temps. Tous les empires africains symbolisent à la fois l'unité et la diversité. Je prends le plus prestigieux qui est Kemet, l'Égypte ancienne. Vous avez l'État pharaonique, le Pérap, la grande maison. Et puis vous avez à la part ce qu'on appelle les provinces, les sapats. Sapats, quand je vous dis sapat, vous ne comprenez rien à ce que je vous dis. Mais si je vous dis Safia, si je vous dis Tchapia, vous commencez à comprendre. Parce que les provinces de l'Égypte étaient des friches administratives. L'Égypte étant un État agraire, on concevait les provinces sur le mode de l'irrigation. Et les sapats, donc, c'est des friches administratives. Voilà pourquoi dans un certain nombre de nos langues, pour dire défricher, on dit Tchapia, Safia, ainsi de suite. C'est valable chez les petits, chez les bassards, chez les douala, chez les Bamileke, ainsi de suite. Je pourrais aller plus loin, mais ce que nous devons comprendre, c'est que la diversité n'est pas un ennemi de l'unité. Ça dépend simplement de comment on l'organise. Et ce qui fait la communauté d'un pays, c'est son accord sur les règles, sur les institutions. C'est ça qui est important. Merci pour toutes ces informations. Et j'ai entendu tout à l'heure dire que nous étions une colonie. Non, je voudrais rectifier cela. Merci. Oui, je voudrais rectifier cela. Nous n'étions pas une colonie. Le Cameroun a aussi un parcours que, curieusement, beaucoup de Camerounais s'attellent à réfuter. Tant il est original. Nous avons été un protectorat allemand. Ah, voilà. Et nous avons d'ailleurs récusé le terme de ce protectorat une fois que nous avons compris que l'interprétation de notre interlocuteur n'était pas la nôtre, d'où la rentrée en rébellion contre cela. Ensuite, nous avons été un mandat
c'est-à-dire un territoire sous la SDN, la Société des Nations, mais mis provisoirement sous la gestion administrative de la France et de la Grande-Bretagne. La différence, c'est quoi? C'est que quand vous êtes un territoire sous la SDN, jusqu'en 1945, où on est devenu sous une tutelle sous l'ONU, la différence, c'est que chaque année, la puissance tutélaire ou mandataire doit faire un rapport. Et vous avez ce qu'on appelle le droit de pétition, c'est-à-dire la possibilité de dire « oui, nous sommes d'accord avec tel aspect, non, nous contestons tel autre ». Donc depuis 1919, les Camerounais exercent leur droit de pétition. Et ce qui est important de savoir, c'est que puisqu'on refusait de les envoyer à Genève d'abord pour la SDN, puis à New York ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient les Camerounais? Ils faisaient une quête populaire. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on veut envoyer 2 ou 3 pétitionnaires, ils n'ont pas d'argent, puisqu'on ne veut pas qu'ils y aillent, eh bien, on fait une quête populaire où l'argent donc des paysans, l'argent des commerçants, je dis bien chaque individu, chaque personne du territoire donnait de l'argent, et c'est avec ça qu'on achetait donc le billet d'avion et puis le séjour pour aller dire nous sommes d'accord avec tel aspect, parce que ça arrivait des fois, mais nous ne sommes pas du tout d'accord avec tel autre aspect. Et donc cet esprit de discernement est une particularité qu'on retrouve au Cameroun, mais peut-être aussi au Togo, je suppose, un peu, mais bien qu'ils aient eu un cheminement historique différent. Voilà donc quand même ce qui fait aussi la particularité. Ce qui fait la particularité du Cameroun, donc, nous avons suivi de très très près nos intérêts depuis au moins les années 1884.